Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch, qui dégouline, qui transpire, qui grelotte le catch en ce moment, puisqu'il fait pas très chaud à l'heure où l'on vous parle dans les studios. On a baissé le chauffage pour faire des économies d'énergie, mais nous sommes là, nous sommes motivés, nous sommes une jeune équipe aujourd'hui pour nous parler des 30 ans de Monday Night Raw. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler du Raw du 23 janvier 2023. Nous étions à Philadelphie et nous fêtions donc les 30 ans du Chou Rouge, et peut-être aussi les 30 ans de Giscal. Comment ça va, Giscal? Salut Raphaël, salut tout le monde. Ah non, je suis un tout petit peu plus âgé, mais en tout cas, joyeux anniversaire à Monday Night Raw. On va voir ce que nous réservait qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet cadeau. Ah ouais, un gros anniversaire, 30 ans, 30 ans. Alors, est-ce que toi, Giscal, tu as vu le tout premier Monday Night Raw? Alors non, je n'ai pas vu le tout premier Monday Night Raw parce que même si je suis un petit peu plus vieux que 30 ans, je suis pas non plus beaucoup plus vieux, donc j'étais un peu trop jeune. J'avais démarré le catch sur Canal+ avec c'était WrestleMania 8, si je ne dis pas de bêtises, 7 ou 8, 8 je crois. Enfin Raw avait déjà démarré depuis à mon avis 3-4 ans déjà, je pense. Euh, donc euh, donc non. Ah bah écoute, oui, là c'est la jeunesse qui est au pouvoir, hein. On n'a pas de tonton, on n'a pas de papy, personne de ringside ou qui pourrait nous raconter, Ouais, mais pas de puits de savoir. Ouais. voilà, mais n'hésitez pas, à venir dans les commentaires nous raconter si vous avez vu le premier Monday Night Raw ou quel est le premier Raw que vous avez vu de votre vie. C'est des souvenirs qui marquent, ça c'est toujours Ouais. important. Mais la jeunesse est au pouvoir à catch-up. Est-ce qu'elle l'est à la WWE? Alors pour commencer, non, pas vraiment, puisque nous ouvrons le show avec la légende des légendes, l'immortel Hulk Hogan, qui est accompagné de Jimmy Hart, qui sautille mais qui ne dira pas un mot. Hulk Hogan, il va pas plus loin que la rampe de lancement, que le Titantron. D'ailleurs, il a un souci de micro, il s'en rend pas vraiment compte. Voilà, il nous déroule ses petites phrases. Let me tell you something, brother. Voilà, il nous parle des. J'ai pas trouvé une énorme pop, sauf quand il a parlé des clubs de sport locaux là de Philadelphie, où Hmm. là forcément c'était facile. Mais bon, en gros, il nous dit que Monday Night Raw a commencé tout petit, est devenu de mieux en mieux, et maintenant voilà, on est là au bout de 30 ans et on est lancé. Ça t'a fait plaisir quand même de revoir la légende des légendes? Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. C'était court, c'était léger, c'était une belle façon de démarrer le show. J'ai trouvé tout de suite après le générique de Raw, boum, la musique de Hulk Hogan. Je trouve que je sais pas, c'est une musique, elle fait du bien, elle fait plaisir. Moi, je suis content de le voir de temps en temps comme ça. Et, écoute, il a pris le micro une minute. Voilà, c'était petit feel good pour démarrer. Je suis d'accord, Philadelphie peut-être pas ultra sensible, petite pop au moment où la musique a démarré, mais après. On va dire que c'est pas comme s'il disait des trucs fantastiques, donc je pense que voilà, il a pas retourné après la foule avec sa promo, quoi. Oui, non, bon, c'était pas le but, je pense, mais bon, c'est plus la popularité du Hulkster d'avant, mais c'est légitime que ça ouvre le show, je trouve aussi. Ouais. Hmm. D'ailleurs, on aura eu tout au long de l'épisode des packages vidéo avec une belle image d'une belle cassette vidéo qu'on mettrait dans un magnétoscope. On a revu beaucoup de choses de Monday Night Raw là dans ces extraits, les grands moments, les Stone Cold Steve Austin qui détruisent tout, les Shane McMahon qui sont à Monday Night Raw, les DX, le New Day, Cody Rhodes, donc des retours, des cash-ins, enfin ouais, tout ce qui fait la folie de Monday Night Raw. Est-ce que toi tu as un souvenir en tête qui t'a marqué plus particulièrement, un Monday Night Raw plus que les autres? En fait, pas. J'ai le package vidéo auquel tu fais référence. Donc en effet, ouais, juste après l'intro de Hulk Hogan, il balance la vidéo avec une musique, enfin assez entraînante et tout. Et j'ai trouvé le package vidéo incroyable. Bon alors ils savent faire. Hein, ils sont très très forts Ils à la sont forts, WWE ouais. pour ça. Et en fait, j'étais comme un gamin devant le package vidéo. Je regardais et je me disais putain, mais en fait, c'est vraiment un show de malade, quoi. Il y a eu tout ça pendant 30 ans. Et c'est pour ça que j'ai du mal à sortir un souvenir parce que, surtout après avoir vu ce package vidéo, je me dis, mais en fait, au contraire, même limite, il m'a mis des souvenirs plein la tête. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça fait 30 ans, c'est toutes les semaines, sans interruption. Et il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de superstars qui se sont succédés là-dedans et qui nous ont donné des moments de ouf, des rings qui explosent, Steve Austin qui arrose tout le monde là, et qui met des stunners sur Vince McMahon, Ric Flair, Hulk Hogan, on a vu l'Undertaker. Enfin,
C'est vrai que c'était moi j'étais un peu ouais j'avais l'impression de retrouver mes 7-8 ans et d'être ouais les yeux avec des étoiles là en regardant ce paquet de vidéos. Je trouve que c'était une très très belle façon d'ouvrir le show parce que bah voilà sans particulièrement de prétention ou de fanfare ou de feu d'artifice. C'est peut-être le meilleur hommage que tu peux faire aux 30 ans de Raw, c'est voilà de montrer que bah finalement c'est dingue le spectacle qu'ils ont proposé sur ces 3 dernières décennies quand même, je trouve. Ah, je suis bien d'accord, j'ai trouvé ça vraiment kiffant, ça nous a remis des souvenirs en tête comme tu dis, et en plus vraiment on n'a eu aucune censure, hein. On a vu Chris Jericho, on a vu Daniel Bryan dans l'invasion de Monday Night Raw, Ouais. on a vu On peut reprocher, je m'attendais, est-ce qu'il mettrait la pipe bombe Ah, ils ont pas mis CM Punk quand même. C'est le seul hein, qui souffre de la censure quand même malgré tout. Je sais Ouais, jamais trop quoi penser de ces trucs-là. D'une certaine manière, j'aimerais entre guillemets parce que ça reste un moment légendaire. Hein, voilà, j'ai beau ne ah pas oui. apprécier CM Punk, c'est indubitablement un moment légendaire de Monday Night Raw. Et de temps en temps, je suis très partagé en disant j'aimerais que la WWE ait cette hauteur de vue, on va dire, et cette grandeur de dire écoute, on est beaucoup plus gros, la preuve d'ailleurs, on est beaucoup plus gros que ces petites querelles et malgré tout on intègre ce moment qui mériterait d'être intégré. Et en même temps, il y a le côté très insolent en moi qui me dit je suis quand même content que ce petit con n'ait pas eu l'exposition qu'il mériterait. Donc je suis partagé. Oh, bah, de toute façon, je pense que là, sur un clip de 2-3 minutes, il y a tellement d'autres gros moments que forcément, si on cherchait un peu, toi comme moi, on en trouverait d'autres Bien qui sûr. n'ont pas été mis. Bon, c'est vrai que celui-là était assez énorme, mais Bien sûr, ouais. on a revu la trahison du Shield aussi, qui était bien Ouais, sûr la trahison un des du plus gros Shield. moments. Ouais, il y a eu des trucs. Il y a eu un moment, un truc qui m'avait fait hurler de rire, mais dans le bon sens du terme. J'avais adoré ce segment. C'était la fameuse grande feu de Ronda Rousey, Charlotte et Becky Lynch, et quand les deux se retrouvent dans la bagnole de flic Oui. tu sais, menottés, et elles savaient pas qu'elles étaient dans la même bagnole, et d'un seul coup elles se regardent, et là elles commencent à se foutre des énormes coups de pied, à péter la vitre et tout. C'était énorme. Et il y a eu, enfin, tu vois, ça m'a remis des segments de ouf en tête comme ça. Ouais, ça nous mettait sur de bons rails pour lancer ce show. Et puis, bah, quand même, il faut vraiment commencer. Et alors, après Hulk Hogan, la légende des Le temps sérieux. passés, Ouais. bah, le sérieux, quoi de mieux que d'entrer avec la légende du présent, la Bloodline au grand complet. Roman Reigns est là. Alors là, on a eu de la réaction de la foule, hein, quand même, hein. Une Ah ouais, énorme ouais, ouais, entrée ouais. de la Bloodline, toutes les ceintures, évidemment, les doigts levés, les pyros. Mais on n'est pas là pour déconner. Hein, on n'est pas là pour rigoler. Nous allons avoir un tribunal ce soir, un tribunal samoan, Samoan Court, avec Sami Zayn dans le banc des accusés. Hein. Visiblement, Sami Hum. Zayn, on lui reproche des choses, hein, et enfin, il faut se rappeler qu'effectivement, au dernier SmackDown, le Bloodline a pris un petit peu le train Kevin Owens sur la tronche et Sami Zayn est arrivé un peu en retard, c'est ce qu'on nous remonte. Mais Mhm. bizarrement, il sera pas du tout fait mention de ce segment. Le premier à parler, c'est Paul Heyman. Paul Heyman qui est d'ailleurs identifié par la foule, hein, qui lui scande des EC Dub, et ça fait monter le son de toute la tribune. On sent qu'il est ému, Paul Heyman, mais il nous dira, voilà, Tribal Chief, le public chante EC Dub, mais l'EC Dub est morte, is dead, et je souhaite la même chose pour Sami Zayn. Donc c'est quand même un mot hyper violent. Paul Heyman se Ouais. place du côté de l'accusation. Vraiment, il nous dit que Sami Zayn est un pleutre, un lâche, un traître, qu'il fomente une conspiration avec Kevin Owens. Et il nous montre 4 packages vidéo pour nous le prouver. Hein, des choses qui remontent jusqu'au mois d'août. Bon, au début, ça peut se comprendre. Il y a un passage vidéo où les Usos sont tabassés par Drew McIntyre et Sami Zayn s'enfuit un peu lâchement. Mais après, plus ça avance, plus on est quand même dans de la mauvaise foi. Hein. Il y a un moment où il nous remontre Oh, une grosse promo de la Bloodline au milieu du ring et Sami Zayn, en passant, bon, bah, il effleure l'épaule de Roman Reigns et Paul Heyman nous dit qu'il le bouscule, que c'est de la violence caractérisée. Ah, ça va très loin, hein. Ça va très loin. Vraiment, Paul Heyman, il veut prouver son point, mais alors est-ce qu'il trouve les bons arguments? En tout cas, Sami Zayn, il prend le micro et il est très blessé, hein, c'est ce qu'il nous dit. Ça le blesse énormément ce qui vient de se passer après tout ce qui s'est passé entre eux pendant des mois, toute cette amitié qu'il a liée avec Paul Heyman. Il est dégoûté en fait, Sami Zayn. Et il est tellement dégoûté qu'il nous dit, j'avais préparé ma défense, mais là, j'ai pas de défense. Il, a il lâche, il abandonne. Ça plaît pas du tout à Roman Reigns qui observait tout ça d'un œil un petit peu observateur justement. Il s'énerve. Là, Roman Reigns il dit quoi, attends.
depuis tout ce qu'on a fait justement, moi je t'ai accueilli, je t'ai nourri dans la Bloodline et tout, et là tu dois te défendre pour rester, pour prouver ta place, et t'abandonnes juste parce que voilà, ton ego te fait dire de pas répondre. Il est très vexé là, Roman Reigns, ça le fait vriller dans sa tête, et donc il prend sa décision, il gueule, il dit Solo, vas-y. Donc la sentence est prononcée. Solo Sikoa dans le rôle du bourreau. Il a pas de la guillotine, il a plus fort que ça, il a son pouce, hein, son Samoan Spike. Donc il s'approche de Sami Zayn qui lui accepte, hein, visiblement. Il est vraiment dépité, Sami Zayn, il est résigné. Sauf qu'un héros intervient, et ce héros c'est Jey Uso. Improbablement va retenir la main de son frère dans une magnifique séquence, là, l'empêcher de frapper. Et Jey Uso il prend le micro et nous dit Hé les gars, moi j'ai fait mon petit clip, et on va défendre Sami Zayn. Et là il nous passe son clip Jey Uso, où on voit tout ce que Sami Zayn a fait pour sauver la Bloodline. Donc tous les coups qu'il a pris, les Claymore kicks dans sa tronche qu'il a pu encaisser, les fois il a retenu la jambe de Sheamus pour permettre un pinfall, le final de War Games quand même, hein, où c'est lui qui donne la victoire. Et Jey Uso, il est très ému, il dit voilà, ce mec-là, putain, il a pris tellement de balles pour nous, il a pris tellement de boulettes que c'est notre gilet pare-balles, Sami Zayn. Et pourtant, au début, il m'aimait pas, mais il a vu le bon en moi, il a pas abandonné, il est allé chercher le bon en moi, et ça, c'est ce que fait la famille. Donc, une très forte émotion. Il va même jusqu'à demander, Jey Uso, il va dire, ceux qui veulent que Sami Zayn reste dans la Bloodline, levez le doigt. Donc, il lève le doigt. 15 000 personnes à Philadelphie lèvent le doigt. Son frère, qui ne dira pas un mot, Jimmy, hein, son jumeau, va lever le doigt aussi. Bon, Solo Sikoa reste de marbre. Paul Heyman, évidemment, c'est pas son point de vue. Roman Reigns finit par dire, Sami Zayn, tu es considéré innocent, libre de tes charges d'accusation, pour le moment. Et il lui dit, pour le moment, mais je veux plus te voir, tu me passes plus un coup de fil, tu fais plus rien jusqu'à samedi. Et samedi, on se retrouve au Royal Rumble et ça sera ton test final. Sami Zayn est soulagé, il saute dans les bras de Jey Uso, il s'embrasse. Jimmy aussi a l'air plutôt content. Mais quelle tension, Giscal. Est-ce que tu as réussi à tenir le coup émotionnellement? Ça pouvait partir en une phrase dans tous les sens, hein, ce moment-là. Exactement, ouais. C'est honnêtement, alors j'ai un peu l'habitude parfois d'être dithyrambique dans un sens ou dans l'autre. Alors tant pis, mais j'ai trouvé que c'était, tu vois, on a parlé du package vidéo avant, d'une flopée de segments légendaires de Monday Night Raw, de trucs exceptionnels. Je pense que, en tout cas, j'espère que si Monday Night Raw continue encore pendant 10 ans, aux 40 ans de Monday Night Raw, il y aura ce segment, il y aura ce Jey Uso qui empêche le Samoan Spike de Solo Sikoa dans le package vidéo des 40 ans. C'était ouais, j'étais scotché à mon écran, c'était exceptionnel. C'est franchement c'est le meilleur segment de Monday Night Raw que j'ai vu depuis des années, sans sourciller. C'était d'une intensité folle, c'était d'une émotion. Moi, j'ai pas honte, j'ai pas honte de dire que, franchement, pendant la promo de Jey Uso, je disais sur le Discord, il y avait un mec qui coupait des oignons à côté de moi. Enfin, j'étais pris au trip par le truc. Ça fait 9 mois qu'on nous raconte quelque chose qui est fantastiquement ficelé. Enfin, c'est tellement le Monday Night Bloodline en fait depuis 9 mois. C'est une émission à eux entière, ces gars-là. Avec des personnages qui sont ultra attachants, des vraies histoires, des vrais développements. Et là, ce qui se passait sous nos yeux, c'était quelque chose de très très fort. C'est tout ce qui s'est passé pendant des mois avec Sami Zayn et Jey Uso pour en arriver là, à ce que ce soit lui, finalement, qui prenne sa défense, qui le considère comme un frère, qui le sauve de l'injustice totale, parce que c'était aussi ça qui était excellemment bien fait, même si certains diront la ficelle est très très grosse, mais c'est aussi ça qu'on aime dans les segments de catch, c'est quand c'est très explicite et que c'est voilà, c'est brut. Et toute cette mauvaise foi de Paul Heyman, évidemment, qui, comme tu l'as dit, dans ces 4 extraits vidéo de l'accusation, qui sont de plus en plus de mauvaise foi. Le premier s'entend, le deuxième peut éventuellement se comprendre quand on est un peu fourbe, et les troisième et quatrième sont évidemment irrecevables. Et presque quand Sami Zayn prend le micro, il a la réaction naturelle finalement enfin, c'est n'importe quoi. J'ai plus rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça?
Moi, j'étais debout devant mon écran, j'avais envie de prendre mon écran, j'ai dit, mais dis-leur d'aller se faire foutre. Enfin, tu sais, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. En effet, hein, ça fait 9 mois que le mec prend toutes les balles pour eux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as envie de leur dire, mais moi, je pensais que Sami Zayn allait prendre le micro et dire, mais fuck you all, je vous emmerde, et puis on allait démarrer quelque chose. Et en fait, ils sont allés sur quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus intense, qui potentiellement ouvre encore plus de pistes, hein, parce que maintenant, voilà, est-ce qu'on a d'une certaine manière amorcé le face turn des Usos, ou est-ce qu'on pourra se diriger vers un heel turn encore plus fort, une heel atomique peut-être de Jey Uso s'il finit par massacrer Sami Zayn dans quelques mois et que ça donne un tag team match peut-être à WrestleMania. Enfin, ça peut être des trucs de fou. Euh, ouais, moi j'ai trouvé que c'était excellemment bien écrit. Ça raconte beaucoup de choses. Ça clôt aussi beaucoup de choses dans l'histoire pour ouvrir de nouvelles perspectives. Et on se dirige maintenant vers ouais, un nouvel arc de cette histoire où Sami Zayn transcende. Enfin, en fait, cette histoire, je trouve, transcende un peu les clivages face-heel. C'est-à-dire qu'il y a plus de. C'est quand même assez. Je sais pas si toi ça t'a un peu perturbé, mais on a un clan heel, le public est à fond, il hue certaines personnes, il en acclame d'autres, il pop pour le fait que Sami Zayn face reste dans un clan de heel. Enfin, il y a plein de choses assez folles qui se passent, et c'est parce que en fait c'est passionnant, quoi. Et donc voilà, ouais, j'ai pas décroché, et quelle intro. Ouais, bah, je rejoins complètement ton jugement sur ce segment de jugement. C'était pourtant au début, moi j'avais un peu peur. Ils sont allés vraiment tellement au-delà de ce qu'ils auraient pu écrire facilement, parce que je le sentais moyen, cette histoire ils vont lui reprocher qu'il est arrivé 3 minutes en retard au main Oui, event oui, de oui. Mm. SmackDown, alors que c'était Roman Reigns lui-même qui lui avait dit bah va dans la voiture nous attendre, en gros. Mm, Et mm. je me suis dit, bon, si on part sur ça, sur un peu de mauvaise foi de la Bloodline, ça va être un peu facile. Et finalement, bah ils en ont pas du tout parlé. C'est d'ailleurs un peu étonnant. Et tout le monde jouait tellement juste, comme tu l'as dit, dans son personnage. Enfin, effectivement, à la place de Sami Zayn, c'est exactement ce qu'on a envie de dire, mais bon, attendez, si c'est ça que vous me reprochez, Ouais, là, j'ai pas de défense. Et du coup, Roman Reigns, c'est pas les accusations qui l'énervent vers Sami Zayn, c'est vraiment justement ce ouais, découragement total. Donc c'est ça, intéressant. c'est Mm. très bien écrit. Et puis, comme tu dis, c'est une faction passionnante parce que c'est vraiment d'un segment à l'autre. Ils arrivent à faire Solo Sikoa peut être hyper populaire, comme devenir là ce bourreau silencieux qu'on a vraiment envie d'empêcher d'agir. Roman Reigns, bah, dès qu'il arrive et qu'il fait son entrée, qu'il demande à tout le monde de le acknowledge, c'est la grosse pop. Mais dès qu'il s'en prend à Sami Zayn, et ça, ils ont vraiment réussi ça avec Sami Zayn dans la Bloodline, c'est que dès qu'il est pris comme bouc émissaire, les autres se rechopent quand même une hit de heel qui est assez légitime. Donc, enfin, tout était exceptionnellement bien écrit, exécuté, maîtrisé, hein. Il n'y a pas eu de fou rire, il n'y a pas eu de souci. C'était magnifique. Et puis, bah voilà, on a, comme tu dis, on a un virage qui est pris quand même, parce que on le reverra peu dans l'épisode, mais on a Paul Heyman qui s'est clairement positionné. Donc là, on va Ouais, clairement avoir ouais, un changement, hein. Finalement, ce jugement, il nie aussi Paul Heyman. Enfin voilà, il est rejeté dans sa requête. Donc, est-ce que Paul Heyman va changer de position là-dessus? Les Usos se sont rapprochés plus de Sami Zayn et ont un peu aussi rejeté la décision de Roman Reigns, hein, qui lui avait déclamé la peine capitale. Donc il y a plein de rapports de force qui changent et ça va être très intéressant. Et évidemment, on s'en doutait déjà, je pense, mais le Rumble va être passionnant à suivre à ce sujet-là, avec un match qui s'annonce avec Kevin Owens et Roman Reigns, qui va être sûrement qui peut partir dans tous les sens. Ouais, qui ouais, peut être un très vraiment. très grand match. Mais le plus fort, Giscal, c'est que c'était pas C'est que fini c'est tout pas ça. fini. Et ouais, non, C'était franchement, moi, pas je savais fini. plus où donner de la tête, hein, quand ça Ah continue. ouais. Euh, c'est pas fini parce que les Usos, on nous l'avait annoncé depuis quelques semaines, ils ont un match pour défendre leur titre de champion d'Euro ce soir et ils affrontent le Judgment Day. Donc après tout cet énorme segment de tribunal, on retrouve le Judgment Day qui arrive au grand complet avec c'est Dominique et Damian Priest, hein, qui sont chargés de jouer la scène tag team. Ils sont accompagnés bien sûr de Rhea Ripley et de Finn Balor. On part pour un match, donc un match d'enjeu crucial entre les deux équipes.
Et tout le monde le comprend, hein. Tout le monde est à fond, est à 100%. On va avoir des spots dans tous les sens, beaucoup de near fall. On a Damian Priest qui va faire un saut par-dessus la troisième corde à un moment donné. Finn Balor, il va péter les plombs, il va monter sur le bord du ring et grâce à Sami Zayn, hein, c'est la première belle action de Sami Zayn qui va dire à l'arbitre, hey, retourne-toi. L'arbitre va voir que Finn Balor Mhm. est en train de déconcentrer les Usos et l'exclut du ring. Et puis là, c'est une vraie exclusion, hein. Tous les arbitres arrivent, tout le monde fout Finn Balor dehors. On nous fait pas de fausses exclusions comme parfois là Non. où le mec il est poussé par une force invisible et il gueule tout en partant à Ouais, reculons. ouais, c'est ça. Mais là, il faisait bien il cabotinait à fond. Moi, je l'ai trouvé très drôle. Il enlève sa veste, il la jette par terre, il piétine, il tape du pied et tout. C'était assez Ouais, théâtral. il était très vénère, mais bon, c'est pas lui hein, qui fait tant la décision, c'est Rhea Ripley surtout qui continue d'être partout, qui s'interpose physiquement parfois dans le ring et qui a toujours pas pris sa bonne grosse mandale d'un mec, hein. Je sais pas s'il le fera Non, un pas jour, mais encore, hein. on a envie de lui en mettre une quand même de temps en temps. Elle C'est cherche. vrai. Mm. Et puis sur un suicide dive de Jimmy Uso, c'est le tournant du match. Le Samoan se fait mal. Il se tient la jambe, il tape sur le sol. L'arbitre vient lui parler, tout le monde vient lui parler. L'arbitre fait un signe de croix. Jimmy Uso est blessé, la sécurité arrive très vite, il repart. Et pendant qu'il repart, Jimmy est accompagné de son frère hein, et de Sami Zayn. Hein, le Judgment Day est au milieu du ring, il a pas trop savoir ce qui se passe. Enfin, on a quand même une figure d'autorité qui arrive. Pierce débarque, Adam Pierce, qui prend le micro et qui nous dit est-ce qu'il est blessé pour de vrai? Alors l'arbitre il fait bah oui, oui. Alors, bah, s'il est vraiment blessé, la règle, alors c'est une règle que je découvre, hein, c'est, Ouais, ouais, ils sont forfaits pour le match, bon, ça ok, et donc, bah, ils sont forfaits pour les ceintures, ils doivent abandonner les ceintures. Oh, alors la Kem, si le règne des Usos se finit là-dessus, et il y en a bien un qui a une idée, Sami Zayn prend le micro et dit non, 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 les gars, il peut y avoir une autre solution. Jimmy Uso est out, mais Sami Uso est prêt à se battre. Allez, laissez-moi entrer dans ce match. Et Pierce, eh ben, il valide. On reprend le match avec Sami Zayn qui remplace donc Jimmy Uso. Et là, c'est parti pour encore quelques minutes de plus. C'est quelques minutes de folie, hein. Pareil, spot après spot, near fall après near fall. Sami Zayn qui fait pareil, un suicide dive sur ses adversaires. Dominique qui va nous placer un 619, bien aidé par Rhea Ripley. On a à peu près tout qui est tenté de chaque côté. Il y a plusieurs fois où on y croit hein, dans les deux sens au near fall Ah oui. et puis et on croit au changement de titre hein, à plusieurs reprises. Mais finalement, un magnifique Wandy parfaitement exécuté grâce à Sami Zayn va permettre aux Usos de rester champions et on a cette magnifique image et ce magnifique symbole de la victoire avec l'annonceuse qui nous dit toujours champion, The Usos et c'est Sami Zayn et Jey Uso qui ont les ceintures. Donc, Excellent choix d'annonce, en effet. Est-ce que Sami Zayn devient officiellement champion de la tag team de la WWE? Je ne sais pas. Est-ce qu'on part sur une Freebird Rule? En tout cas, Roman Reigns s'est impressionné à regarder ça devant sa petite télé là. Il n'avait pas pris de popcorn ce coup-ci, mais il est Non. impressionné. Il dit ouais ouais bien joué, mais bon, on attend samedi pour Ouais. quand même régler tout ça. Mm. Ouais, ça le déride pas complètement, hein. Mm. Pas complètement, mais bon quel match hein, Giscal. Oh là 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 là. Voilà, c'est compliqué de pas continuer un petit peu sur la même envolée lyrique, hein, mais Mais t'as le droit. mais pour tout vous dire, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'on fait ce podcast à peu près, je crois. On l'a dit d'ailleurs au Ketchup Awards, je sais plus, je me souviens Ouais, plus. écoutez Yara les m'a dit, awards. mais enfin bref, si ça fait 6 7 8 ans, j'en sais rien. C'est la première fois depuis la création de l'émission que je re-regarde un match de Weekly. Tellement j'ai été captivé, excité. C'était dans la digne lignée du segment précédent. On touche du doigt la perfection hein, sur ces 40 premières minutes d'émission avec ce match. Moi, c'est tout ce que j'aime en fait. Hein, vraiment, il y a tellement d'histoire, il y a tellement de psychologie, il y a tellement de storytelling dans ce match que c'en est, c'est difficile de lui rendre justice juste en parlant comme ça. Il faut le voir et le revoir. C'est vraiment un match qui sert l'histoire de la Bloodline à beaucoup de niveaux et qui complète excellemment bien le segment qu'on a pu voir avant.
Le match, avant que Sami Zayn arrive dedans, t'en as parlé, c'est un match de franchement tag team de très haute qualité. Je soulignerais, on a été assez critique à juste titre, je pense, sur le catch de Dominic Mysterio, qui je trouve a joué un heel plutôt efficace et assez enthousiasmant sur ce match. Ils ont réussi l'exploit aussi, je trouve, enfin l'exploit, toute chose égale par ailleurs, mais d'arriver à vraiment positionner de manière très claire et très efficace le Judgment Day en heel, qui se présentait à ce match un petit peu avec les faveurs de la foule. Hein. Ils avaient le vent en poupe, ce segment de repris de justice et les loufoqueries un petit peu depuis plusieurs semaines de Judgment Day leur avaient gagné un petit peu de pop et c'était bien mérité. Et le public, on aurait pu s'attendre avant ce Monday Night Raw à ce que la dynamique soit assez les Usos champions heel dominants depuis toujours et le petit vent de fraîcheur du Judgment Day qui soit porté un petit peu par le public. Et la combinaison de ce segment juste avant et très vite dans le match des actions, enfin voilà, tu sentais le catch très heel de Dominic Mysterio et de Damian Priest ont renversé le rapport de force et ont fait que on se dirigeait voilà vers une histoire Daniel Bryanesque avec Sami Zayn. Enfin, on avait l'impression d'être à WrestleMania 30 quasiment avec ce scénario complètement incroyable. C'est encore une fois, hein, c'est très forcé. C'est comme on en a parlé. Hein, c'est presque grossier par moment les ficelles, comme la défense enfin l'accusation de Paul Heyman ou certains déroulés dans le segment avant. Mais cette blessure. Alors il lance carrément le X. L'arbitre fait le X. Alors bon, c'est peut-être le seul truc, j'étais pas très fan parce que j'aime pas trop parce que c'est vraiment très très bris de quatrième mur ça pour le coup, hein, parce que le X normalement c'est Oui. un signe assez sacré qu'on ne filme pas trop à l'antenne pour vraiment signifier au public dans l'arène et aux gens aussi à la régie que s'il y a une vraie blessure et qu'il faut du coup stopper. Bon, ça c'est le seul truc, j'aurais peut-être pu s'en passer parce que j'aime pas trop qu'on joue avec ce genre de code, mais à la limite, ok. Et après on a voilà, c'est Adam Pearce qui arrive, c'est la folie. Qu'est-ce qui va se passer? Les Usos peuvent pas perdre le titre comme ça, évidemment. Nous on voit, moi j'étais là devant l'écran, je dis ah putain ils sont forts, ils vont faire catcher Sami Zayn et Jey Uso ensemble pour le championnat par équipe et tout. C'est tellement malin. Et donc bah voilà, ce qui doit arriver arrive. Et après, c'est loin d'être gagné parce que moi, très honnêtement, je sais pas toi comment tu les as vécus, mais il y a des near fall, j'ai vibré, mais je transpirais, je suais fort hein, sur le gros chokeslam de Damian Priest et Dominic Mysterio qui revient dans le ring. Il y a juste après ou juste avant, je sais plus, mais il y a Rhea Ripley qui distrait et ensuite il y a le frog splash de Dominic Mysterio, énorme near fall aussi encore. Enfin, il y a des appuis, il y a un tombé avec les pieds sur les cordes là, de Dominique. Oh là là, et Dominique tombait les pieds sur les cordes à chaque fois, Sami Zayn qui se relève tel un John Cena à 3,99 là, enfin c'était d'une intensité folle et puis après ce finish tellement poétique où ce temps fort où c'est magnifiquement fait encore une fois hein, parce que Sami Zayn catch exactement comme Jimmy Uso en fait, il catch comme un frère Uso. Ils font tous leurs moves, tous leurs hot tags, les splash et ce 1D qui est juste sublime à la fin et qui est éminemment symbolique et cette annonce de l'annonceuse à la fin qui les proclame champions et qui se garde bien de dire Sami Zayn et Jey Uso, mais c'est The Uso qui ont gardé les ceintures. Franchement, tout est parfait dans ce match. Moi, quand je vois des trucs comme ça, je me demande, c'en est presque, tu vois, si on voulait être cynique, je dis, mais comment est-ce qu'on, parfois, on peut être aussi nul et vide sur certains autres segments de Monday Night Raw quand on est capable de faire des trucs comme ça? Je sais pas. C'est une bonne réflexion philosophique que ça t'inspire tout ça, Giscal. Bah, il y en a qui l'ont dit, il y en a qui l'ont théorisé. Hein. On peut pas faire 3 heures, faire 5 heures, même toutes les semaines de bons cas comme ça. Mais c'est ça qui rend aussi ces segments aussi forts. Mais là encore, je partage ton opinion. Hein. C'était vraiment extraordinaire. Moi, j'y ai cru une petite seconde avec. Ah ouais, j'y ai vraiment cru. Hein. Ouais. Et j'ai cru à certains near fall. J'ai cru au changement de ceinture. Je me suis dit tiens, finalement, comme ils ont pas mal insisté, quand même, ils sont forts aussi avec les commentateurs sur le côté. Est-ce que l'histoire va s'écrire pour le Raw des 30 ans et ça aurait pu. Bien sûr. Un changement de titre pour le Raw des 30 ans. Moi, j'ai cru à la blessure très très brièvement aussi. Je me suis dit est-ce que
est-ce qu'il s'est vraiment fait mal? Ça aurait été Bah, con, mais quand il y a eu le X, t'es un ouais, petit peu obligé, t'es un petit peu obligé d'y croire. Et après, c'est vrai que la caméra, quand même, est très, très insistante. Et ouais, donc, ouais. là, tu commences à voir les pièces se mettre, Ah bah les c'est pièces du puzzle se mettre en place. Mais pour ouais. moi, c'est quand t'as les prétendus médecins qui arrivent là et qui disent «Oh ça va, Ouais. ça va?» Ça fait ça fait très faux. Mais c'est vrai que l'utilisation du X peut se discuter, mais ça, il y a eu un effet hein, dans le public. On a entendu Ah, un ouais, «Oh». ouais, il y a eu un effet, hein, c'est du jamais vu, hein. Ouais, ouais, enfin, Ouais, je sais pas si c'est du jamais vu, mais en tout cas, c'est tellement rare que ouais, non, forcément. Ouais. ils l'ont vraiment bien exécuté et comme tu l'as raconté, enfin par rapport à tout ce qui s'est passé avant là, Sami Zayn qui finalement continue de jouer exactement ce qu'il est depuis le début, c'est-à-dire la loyauté au service de sa famille et l'exécution. Enfin, je veux dire pendant une bonne partie du segment, voilà, j'étais persuadé que ça allait justement amplifier la victoire enfin, la présence de Sami Zayn allait confirmer sa loyauté pour que vraiment on sache pas du tout à quoi s'attendre samedi, mais ouais, ouais, j'ai vraiment cru à certains moments que non, que le Judgment Day allait repartir avec les Ouais. titres. Et c'est ça qui est fort, c'est je sais pas si, enfin, si toi t'étais embarqué à ce point-là, mais quand tu vois, quand on dit, on y a cru par moment, on y a cru. C'est-à-dire que non seulement on y a cru, mais en plus enfin moi j'y ai cru, mais avec tristesse. C'est-à-dire que j'étais très impliqué dans le truc Ah et ouais. je me suis même surpris parfois à être à ce point-là impliqué sur des near fall, parce que parfois sur des matchs pour le titre en weekly. Tu sais, on regarde certaines near fall et on se dit allez connard, c'était bien fait. J'y ai un petit peu cru, mais j'y ai un petit peu cru dans le sens, t'es un petit peu cynique, un peu ironique de mecs qui regardent beaucoup de catch, qui se dit c'était bien exécuté. En effet, ça aurait pu se passer, tu vois, mais avec un certain détachement en quelque sorte. Et là, j'y ai cru, mais non seulement j'y ai cru, mais c'est que je tapais du poing sur la table. J'ai dit putain, j'ai pas envie qu'ils perdent le titre. Enfin, Ouais, on n'avait pas envie de ça. ouais, ouais, on n'avait pas envie. Et ça, c'est Et fort. ils sont très forts dans toute cette histoire depuis le début de la Bloodline pour nous faire ces ascenseurs émotionnels. Hein. Ça, déjà, Mm. le premier gros segment, quand Roman Reigns avait fait arracher le t-shirt de Sami Zayn, là, on était pareil. Ah Hein. ouais, On n'avait ouais. pas envie de voir ça. On n'avait pas envie de voir le pauvre Sami se faire exclure. Et puis finalement, là, ce happy end sur ce segment. Donc, ouais, ils sont très très forts pour cette écriture de toutes ces histoires avec la Bloodline. Et je pense que ça, on est définitivement parti pour une année 2023 qui va être capitale pour cette faction, mais qui est d'ores et déjà historique. Ouais. Mm. Bon, forcément, après ça, Dur d'enchaîner, hein. Ouais. dur d'enchaîner. Alors, il y a un peu plus de légèreté dans ce show. Il y a eu un fil rouge, on va dire comédie qu'on va évoquer. C'est devenu à la mode à la WWE. Hein. Il y a du poker. On joue au poker. Ouais. Donc, Ouais. autour des personnages de JBL et Baron Corbin, on va voir beaucoup de guests. Hein. Tous ceux qui sont pas assez populaires peut-être pour passer sur le ring. Donc, on a le Godfather qui fait l'entrée dans la boîte de poker, en gros, hein, avec le listing des invités. Et puis, Baron Corbin n'est pas sur la liste. On verra les copains de JBL, on verra la APA, donc Ron Simmons qui est là. Et puis qui joue au poker. Alors moi j'ai pas reconnu tout le monde, mais il y a DDP notamment Ouais, tout à fait, ouais. qui gagne ou qui perd, je sais même plus. On s'en fout un Ouais, peu qui gagne. il Il gagne gagne, ouais, avec c'est une ça. quinte flush, vois-tu. Ah, ouais, purée, Ouais, ouais. t'es plus fort que moi. Il gagne avec une quinte flush. Et bon, on devine des profils aussi de catcheurs actuels, de dos ou de loin. Il y a Elias qui gratouille un bout de guitare, il y a Tozawa qui joue toujours du poker évidemment. Et puis à la fin, on retrouve aussi dans l'un de ces segments-là, on retrouve Ted DiBiase senior hein, qui perd contre Baron Corbin qui a une belle main visiblement, je sais plus laquelle. Peut-être que tu te souviens. Carreras. Ah bah oui, un Carretas, dis donc. T'es pointu, t'es connaisseur. Ah, comme j'ai bien apprécié ces segments, j'avoue, je les ai regardés. Ouais. Il y a il y a la Il y a Gable aussi qui est là avec Otis, hein, et qui font toujours la rigolade. Et puis bon voilà, c'est tout ça sans grandes conséquences, fini avec Baron Corbin qui gagne mais qui se fait piquer toutes ses sous par les impôts, par le compagnon de Ted DiBiase, là, je sais plus son nom, IRS, c'est ça? IRS, ouais, tout à Et fait. voilà, qui lui prend ses sous, il lui reste $100, voilà, Ouais. c'est devenu dur hein, la taxation aux États-Unis. Hein. Et c'est très très cher, en effet, ouais. 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 Bon, plus de légèreté, ça t'a amusé tout ça? Oui, j'ai trouvé que c'était finalement assez habile d'enchaîner là-dessus. Ça aurait été, je pense, que pour quiconque dans le ring, promo, match, ça aurait été très très compliqué de passer derrière ce qui venait de se passer. Donc une petite vignette comme ça, c'était cool. Moi j'aime bien sur ces épisodes anniversaires. Quelque chose qui avait un petit peu disparu, moi ça me donnait un feeling un petit peu WrestleMania.
WrestleMania Old School, de voir ces petites scénettes backstage avec les légendes et tout, quelque chose qui a assez disparu, je trouve, des WrestleMania plus récents et que j'aimais beaucoup. Et donc là, ouais, je trouve que c'est une bonne façon d'incorporer la low card à l'émission et de faire ces petits caméos. Et j'ai trouvé que, tu vois, au final, bah, ces histoires de poker et tout avec Baron Corbin et JBL, quand c'est fait comme ça, je trouve que ça s'intègre bien à l'émission, c'est plutôt rigolo. Oui, c'était sympathique. Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien exécuté. Ouais, c'était pas mal. C'est pas facile de passer sur le ring après ça. Il y en a un Non. qui va essayer. Bon, Oui. c'est quelqu'un qui aime bien parler, hein, qui aime bien tenir le micro. C'est LA Knight qui débarque. LA Knight qui nous dit en gros que voilà, Bray Wyatt a ramené la Firefly Funhouse, mais c'est juste parce qu'il vit dans le passé et qu'il y a beaucoup de monde ce soir qui vit dans le passé, mais que lui, il va nous montrer de quoi il est capable. Et alors là, bah, peut-être le meilleur choix pour passer après la Bloodline, hein, celui Ah oui. qui bidera jamais une intervention. Un gong retentit, une pleine lune arrive dans une lumière bleutée. L'Undertaker débarque, mais attention, l'Undertaker que nous n'avions pas vu depuis des décennies, l'American Badass. L'Undertaker arrive avec son énorme moto. D'ailleurs, je sais pas s'il n'y a pas un peu de souci backstage parce qu'il met 3 plombes à arriver et après son tour de ring avec la Ouais, moto, peut-être, ouais. il est galère, hein, son tour de ring avec la moto. Même quand il descend du ring, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi en foutre de sa moto. Là, il est là, putain, comment je mets sur la béquille? Et le voilà au milieu du ring. Il dira pas un mot, hein, l'Undertaker. Il arrive au milieu du ring, il fait sa pop. LA Knight est descendu poliment, mais il intervient assez vite quand même. Il dit oh, arrêtez-moi tout ça, là, l'Undertaker, tout ça c'est bien beau, mais bon, c'est pas, voilà, c'est plus vous les stars, en gros, hein, le discours classique. Là maintenant, c'est LA Knight que tout le monde va admirer, euh, que tout le monde va observer, et puis ben là il se fait surprendre par Bray Wyatt qui débarque avec sa lampe torche et qui arrive par derrière. Il est coincé, LA Knight, Bray Wyatt d'un côté, l'Undertaker de l'autre. Il monte quand même sur le ring. L'Undertaker le saisit à la gorge. Et l'Undertaker envoie LA Knight dans les bras de Bray Wyatt pour qu'il lui fasse un Sister Abigail. On a une opposition de regard hein, entre le Hmm. Deadman et le Mangeur de Monde. Et il prend le micro. Ça, j'ai trouvé ça assez fort aussi. Hein. C'est des petits détails. Il prend le micro, l'Undertaker, mais il l'utilisera pas. Il le lâche. Et il chuchote quelque chose à l'oreille de Bray Wyatt. On ne saura pas ce qu'il lui dit. Bray Wyatt a des yeux, comme toujours, exorbités. Et l'Undertaker reprend ses lunettes, reprend sa moto et s'en va. Bon, un moment de pop pour le Deadman. Peut-être un moment un peu long. Je sais pas comment tu l'as perçu. T'as été embarqué, toi, quand même, par tout ça? Euh, Écoute, ouais, alors peut-être que j'étais encore sur mon nuage, mais j'étais plutôt embarqué. J'ai trouvé que ça se regardait pas trop mal. En effet, peut-être un poil long, mais globalement, je trouvais que LA Knight avait fait le taf pour être suffisamment divertissant, on va dire, au micro et tête à claque pour qu'on ait bah, justement envie d'arriver à ce moment où il va manger la foudre. Hein. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé le segment assez habile. C'était déjà, j'ai trouvé une excellente utilisation de l'Undertaker. Et puis assez symbolique aussi, parce que c'est vrai que bah voilà, LA Knight, donc il venait évidemment pour donc ce côté voilà petit nouveau parvenu, grande gueule qui vient tracher les anciennes gloires et tout, ça c'est du connu vu. Et donc il venait parler un petit peu de son match de dimanche. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu, d'une certaine manière, cette filiation un petit peu fantasmée entre Bray Wyatt et l'Undertaker, fantasmée à tort ou à raison, mais en tout cas voilà, on a toujours vu beaucoup de parallèles entre ce qu'essayait de d'écrire le Bray Wyatt à la WWE et le parcours du Taker. Et donc c'est vrai que de voir, enfin d'entendre ce gong qui retentit après c'était un excellent choix d'association. C'est vrai que dans ces shows anniversaires, il y a toujours on choisit quelle légende on va associer avec quelle star du présent. Et donc c'était à la fois assez naturel et assez habile, j'ai trouvé, voilà, de mettre le Taker dans les pattes de LA Knight. Et en même temps, c'est pas le Deadman qui est arrivé non plus. Et ça, c'était un autre truc que j'ai trouvé assez habile à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà ça permettait, je pense que de mélanger, on va dire, la figure iconique de l'Undertaker, du Deadman à LA Knight, c'était pas forcément, enfin voilà, sauf respect à monsieur LA Knight, mais peut-être pas rabaisser le Taker à ce genre de segment un petit peu bas, enfin un petit peu de low card. Et du coup, de le faire sortir en American Badass, ça permettait aussi d'éviter, on va dire, de trop faire doublon avec Bray Wyatt. Donc j'ai trouvé que c'était aussi assez habile d'utiliser cette gimmick à ce moment-là.
Et puis c'était assez rafraîchissant, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu sous cette apparence-là, donc c'était très cool. Et donc voilà, il y avait une petite ambiance, un petit parfum de passage de flambeau que j'ai bien aimé en fait dans ce segment, avec finalement Bray Wyatt qui arrive, lui par contre avec ses atours les plus sombres, et qui fait son entrée à la Undertaker, et qui derrière fait son Sister Abigail servi sur un plateau par le Deadman qui lui susurre quelques mots assez mystérieux. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une petite symbolique et une dynamique dans ce segment qui était assez sympa à regarder, et qui a fait que je me suis pas trop embêté. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ouais. Ouais, c'est les entrées dans ces shows légendaires qui sont un peu longues, hein. On a beaucoup de monde qui vient célébrer avec la foule. On en reverra Mhm. d'ailleurs. Mais sinon, t'as raison. Je trouvais que c'est vachement intelligent. C'est rien du tout, mais le simple fait de choisir l'American Badass, c'est pas le phénomène. Ça, t'es sûr déjà que ça va faire buzzer les réseaux sociaux et les gens qui vont dire ah là, il est revenu sous cette entité et tout ça. Mhm. Alors que bon, ça lui change pas grand-chose, mais c'est vrai que ça. Et t'as raison, ça crée un rapport de force et moins l'American Badass est un personnage moins au sommet de la mêlée Mhm. que le vrai Undertaker Ça aurait sonné un faucheuse. peu faux, je pense. Ouais, Ouais, sinon. ouais, ouais. Non, non, c'était plutôt bien exécuté. Moi, je suis assez impressionné par l'aisance d'Ellen Knight, hein, qui est vraiment facile au Ouais, micro ouais, il est très très dans- facile. Ouais. face à une foule comme ça. Après, on est tous, je pense, dans le gros point d'interrogation sur ce qu'on va voir samedi soir ou ce qu'on ne va Oui. pas voir. Mais au moins, ça avance d'une manière assez intelligente. Il faut pas oublier non plus que ce Raw des 30 ans est aussi un go-home show. Donc ça veut dire c'est un show d'avant le Royal Rumble. Du coup, il faut faire avancer les histoires et celle-ci a un peu avancé ce soir quand même entre ces deux hommes. Il y a un segment suivant qui a. Alors, est-ce que ça a fait avancer les choses ou pas? Ça, c'est une question de point de vue. Il devait y avoir, on nous avait promis ce soir un Steel Cage match entre Bayley et Becky Lynch. Et d'ailleurs, depuis le début du show, hein, on a de temps en temps des points de vue sur cette cage qui surplombe tout le monde. Ça crée d'ailleurs un certain visuel, je trouve, lors du Ah ouais. tribunal ou lors du moment du taker. Sauf que cette cage, malheureusement, elle ne sera le théâtre d'aucun affrontement ce soir. Bayley entre la première, elle rentre dans la cage, et quand Becky Lynch débarque, elle se fait attaquer par les deux membres de Damage Control qui la tabassent, qui la détruisent, qui la foutent dans la rampe, et ensuite la font rentrer sur le ring, et elles s'enferment avec une chaîne en métal, toutes les trois à l'intérieur, il n'y a même pas d'arbitre, toutes les quatre, pardon, enfin, elles s'enferment toutes les trois de Damage Control contre Bayley. Donc là, c'est vraiment, on a lâché le teckel dans la cage au tigre. Mhm. La pauvre Becky, elle a pris ça sans trop comprendre ce qui lui arrivait. Tous les officiels sont autour et se mettent à gueuler, à leur dire d'arrêter. Adam Pearce débarque. Les autres, elles Il y a vraiment déroulent, beaucoup de hein. boulot à Adam Pearce, Ouais, ouais. Ce soir, honnêtement. ce soir, c'était une rude soirée pour lui. Il y a Dakota Kai et Bailey qui aident Io Sky à faire un moonsault sur Becky Lynch. Enfin bref, l'Irlandaise, elle prend très très cher. Adam Pearce est quand même obligé d'aller faire chercher une pince là pour couper cette voilà cette chaîne qui fermait la porte de la cage. Puis Et il le puis fait bah lui-même en plus, hein. voilà, Ouais. il le fait lui-même et quand les officiels entrent dans la cage, alors les trois chippies, elles sont montées sur la cage. Et donc elles se sont mises hors de portée, c'était visuellement assez bien fait et elles fanfaronnent, hein, en gros. Elles sont très contentes de leur coup, mais bon, bah, le match n'a pas lieu. Hein. Becky Lynch est pour le coup vraiment hors d'état de nuire. Pas d'affrontement, pas de combat, pas d'arbitre, juste une bonne grosse destruction. Alors on ne sait pas encore les conséquences, hein. On nous a pas annoncé, à ma connaissance en tout cas, de Non. report de ce match pour le Rumble par exemple ou pour autre chose. Est-ce que toi tu es frustré, Giscard? On t'a enlevé quelque chose de la bouche ou finalement c'est une écriture intelligente? Euh, ouais, je suis assez frustré. Là, pour le coup, alors c'est vrai que juste avant, tu vois, juste avant ce match, j'avais regardé le compteur de mon lecteur vidéo. Je me suis dit, putain, ça fait 1 heure. Et c'était 1 heure de folie, en vrai, hein. Soit avec l'intro, les petites scénettes backstage. Enfin, il y avait un parfum de WrestleMania, il y avait un parfum de folie dans ce show. L'Undertaker juste avant et tout. Je me dis, ça fait 1 heure. Et je regarde le programme, en plus, il y a Corey Graves qui nous dit ne changez pas de chaîne, hein, ce soir il nous reste le Steel Cage match, Bayley contre Becky Lynch et le match pour le titre US en main event, Austin Theory, Bobby Lashley et tout. Je me dis putain, ça c'est ouf, on a déjà eu 1 heure de dingue, il reste encore 2 énormes matchs et c'est trop bien. Et alors là c'était coup de massue, hein, sur la tête, ce truc-là. J'ai trouvé que c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Alors je vois l'idée.
mais je vois l'idée, mais je l'approuve pas du tout en fait. Côté les heals qui te privent d'un match, on connaît, c'est une ficelle classique du catch. C'est des gros matchs qui sont gâchés par les heals et qui sont reportés du coup et qui sont généralement du coup on rajoute des stipulations derrière pour éviter ce genre de choses parce que bah voilà, ils font monter la sauce et à un moment il faut les coincer. Donc déjà premier écueil un petit peu scénaristique, c'est que je trouve que ça galvaude un petit peu, ça gâche, je trouve, la stipulation et l'intensité de l'annonce qu'avait été le Steel Cage Match, qui est censé être une stipulation assez définitive, assez haute dans la hiérarchie, dans l'inconscient un peu collectif de la WWE. Donc je suis pas très très fan de ça déjà pour cette première raison. Et puis de deux, ça casse. Ça casse le flow de l'émission, c'est-à-dire je trouve qu'on nous enlève une belle affiche pas pour les bonnes raisons. C'était pas spécialement très bien fait, j'ai trouvé non plus. Un peu brouillon. Les heals avaient déjà, d'une certaine manière, enfin, on sait que c'est des pestes, on sait, elles avaient déjà attaqué Becky Lynch par le passé, elle l'avait déjà blessée, même, elle l'avait déjà mis de côté, mis sur le bas côté, tout ça, donc ça, tout ça faisait un petit peu redite pour un effet de manche qui a gâché, je trouve, ouais, un peu le flow de l'émission et qui nous a enlevé quelque chose qui aurait pu être très cool parce que moi je l'attendais ce match. Donc c'est pas de la bonne frustration, j'ai trouvé. Moi, je suis plus convaincu. Enfin, je sais pas. Mhm. Je suis pas un grand. Je regarde pas beaucoup. J'avoue. Depuis le début, les segments de Damage Control, je trouve qu'il y a eu beaucoup de matchs random entre toutes ces filles dans des combinaisons plus ou moins intéressantes qui donnaient sur rien. En fait, ça servait à rien que ce soit Yo Sky, Machine ou tout ça qui gagne contre Machine ou truc. Et là, j'ai trouvé elles ont réussi à apporter un impact. Enfin, elles ont montré qu'elles savaient des fois un peu carjacker le truc, là, hijacker le show, et même si bon, elles ont déjà fait des passages à tabac ou autre, refuser le programme établi en détruisant comme ça Becky Lynch et en évitant la cage. J'ai trouvé ça plutôt malin et je sais pas en fait si elles auront sûrement pu faire un super match, mais vu tout le menu qu'on a eu ce soir, je sais pas si on aurait pu l'apprécier à sa juste valeur et si ça aurait pas fait trop d'un coup de choses, je ne sais pas. Mais je trouvais ça plutôt efficace. Je trouvais que le visuel des trois sur la cage était vraiment pas mal avec Adam Pearce derrière. Je sais pas s'il a pas gueulé un moment un truc du genre il va y avoir des conséquences ou quelque chose, donc ça peut apporter. Bah, Attention, il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. ouais. Je suis curieux de voir ce qui va se passer derrière. Et je m'attendais peut-être à quelconque légende féminine ou autre. On en a pas eu du tout, tiens d'ailleurs. On peut le Non, souligner. non. On a eu Non, il y a eu, comment elle s'appelle? Enfin, juste pendant le segment de poker, là, il y avait l'ancienne championne qui jouait à la table avec DDP, justement, là, je sais plus, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'était Medusa ou je sais plus, enfin, je sais. Ah oui, peut-être. Je sais pas. Mais c'est tout, en effet, c'était très léger. Oui. Ouais, on n'a pas eu de retour de superstar féminine. On a eu des gros segments encore, hein, évidemment. Il nous en reste plusieurs, mais surtout celui qui a été le festival de légende. Là, ça sentait bon la maison de retraite. Là, il y a eu quelques vieux fans qui ont dû s'enthousiasmer de folie. D-Generation X débarque. D-Generation X arrive. Are you ready? Ils sont là. Ils sont tous là. Ils sont presque tous là, en fait. On a Shawn Michaels. On a Triple H. On a Pac. Et puis, ah ben merde, pendant qu'ils font leur On a promo, Road Dog. oh, Ouais. ah ouais, ah ben merde, ils se retournent. Putain, il en manque un. Ah ben, il y a un gars qui est là pourtant. Il y a Kurt Angle qui a suivi avec ses yeux ébahis là, sa position habituelle désormais de corps brisé par le catch, là où il est à moitié voûté, ça lui fait pencher la tête en avant et la bouche un peu ouverte. Voilà. Et alors, c'est plus le Kurt Angle un peu brillant là qui avait rejoint le Shield. Là, il nous dit oh bah j'ai toujours voulu être dans la DX. Il enlève son t-shirt et effectivement, il a un t-shirt de la DX dessous. Donc bon bah allez, hein, faisons avec. Hein. La Triple H, il lui dit bon, il faut que tu passes un petit test. Are you ready? Bon, il dit, c'est ça le test? Bon, ok, on a un petit peu. C'est un segment assez couillon qui est assez marrant et il joue bien le bonnet Kurt Angle. C'est ça, Mais exactement. euh, Ouais. mais euh, mais bon, la fête s'arrête très vite. Imperium débarque. Là, on est quand même dans une autre ambiance. D'ailleurs, il nous le dit, Gunther, il leur dit, écoutez les gars, nous on est là pour arrêter ces pitreries là. Vous faites honte à ce sport. Nous on est là pour lui redonner ses lettres de noblesse.
Est-ce que quelqu'un est prêt à nous arrêter? Alors là, et là aussi, on a un segment très drôle où tous les membres de la DX se dégonflent. Un Triple H, il dit non, non, moi je suis retraité. Shawn Michaels, il dit non, non, pareil, je suis trop vieux. Non, non, moi j'y vais pas. Non, moi non plus. Alors tout le monde se tourne vers Kurt Angle. Il dit non, non, mais moi non plus, j'y vais pas. Hein. On a eu peur un quart de seconde hein, que Kurt Angle affronte Ouais. Gunther, mais non, Gunther, ouais, non. c'est pas la bonne association, ça. Ouais, là, elle était repartie pour quelques mois à l'hôpital, je pense, Kurt Angle. Alors on se demande, mais qui va pouvoir arriver pour affronter Gunther? Et là, la musique, la plus populaire peut-être du moment, retentit. Seth Rollins arrive. Seth Rollins débarque, tout pavanant avec celui qui a été son mentor, hein, Triple H, qu'il a porté dans ce main roster. Mais il est tout seul, Seth Rollins. Alors on nous dit encore, la DX nous dit, mais qui va pouvoir le rejoindre? Allez, c'est les Street Profits qui débarquent. Donc là, on a du gros spot de superstars de tous les âges. Ok, et 3 contre 3 maintenant. Mais alors, qui va autoriser ce match? Adam Pearce, visiblement, il a assez donné pour ce soir. Bon, ben là, on le sentait venir. Hein. Qui c'est qui peut valider ce match-là? Et ben, c'est Teddy Long qui arrive. Et Teddy Long, lui, nous dit bien sûr, ce soir, on va avoir un 3 contre 3, un tag team match player. Bon, ben, il nous reste plus qu'un arbitre. Et puis bah là, c'est Kurt Angle qui a la solution. Il enlève son t-shirt, c'est un oignon humain, Kurt Angle, il a plusieurs épaisseurs. Il doit faire froid à Philadelphie. Et il a son beau t-shirt d'arbitre rayé rouge, bleu, blanc, là, tout ça. Donc Kurt Angle va arbitrer ce match entre donc d'un côté Street Rollins avec les Street Profits et de l'autre Imperium. Donc un affrontement qui va durer 13 minutes. Donc tout le monde s'en va, hein. Tous les vieux s'en vont, toute la DX s'en va. 13 minutes intenses là aussi, on a beaucoup de choses qui se passent, tout le monde qui fait ses gros moments. Gunther qui intervient à plusieurs reprises pour envoyer des grosses mandales. On a quelques jolis duels entre Gunther et Seth Rollins d'ailleurs, j'ai trouvé. Et tout ça va finir avec un bon finish frog splash from the heaven de Montesford, suivi d'un curb stomp de Seth Rollins sur Giovanni Vinci. Victoire des gentils sous les hurrahs du commentateur venu spécialement pour l'occasion, le chouchou de la foule, Jerry Lawler qui est venu dire 2-3 conneries et rigoler. Voilà, c'était le bon segment légende du passé mélangé aux superstars de maintenant. Ça t'a plu, Giscal? Et ben ouais, ouais, ça Ah m'a ouais. plu. Ouais, franchement, on est revenu aux affaires sérieuses là dans la foulée. J'ai trouvé avec la DX. Moi, j'aime beaucoup la DX. Alors c'est vrai que ça aide, hein. Mais encore une fois, hein, voilà, c'est un petit peu comme jusqu'ici ce qui s'était passé avec Godfather, Ron Simmons et l'Undertaker et compagnie. Je trouvais qu'ils avaient, en tout cas, j'ai trouvé que voilà, ce soir, la WWE a été plutôt inspirée dans l'utilisation de ces légendes et dans la mise en scène de ces légendes. C'est-à-dire que voilà, la DX qui vient faire ses petites catchphrases en mixant ce couillon de Kurt Angle. Je trouve que voilà, le mot est très bien choisi. C'est exactement, exactement le personnage qui joue là, ce ravi de la crèche qui regarde comme ça. On sait pas ce qu'il fout là. Lui non plus, c'est pas ce qu'il fout là, mais il est là et qui s'incorpore dans la DX et la DX qui l'accepte, mais en même temps qui le trash talk tout le temps. Il dit attends, c'est quand ils font leur huddle là, quand ils se mettent tous ensemble pour réfléchir à leur stratégie. Ils disent non, attends, Kurt Angle, pousse-toi, on est en train de parler. Les grands parlent et tout. Et donc bon, tout ça était assez amusant. Et puis après l'association, j'ai trouvé encore une fois, hein, c'est toujours le juste équilibre d'associer les bonnes stars du présent avec les stars du passé et de voir Imperium face à DJ Generation X par rapport à toute leur gimmick du ring sacré, de la fin des conneries et du catch sérieux et tout. Bah ouais, c'est finalement quels sont qui d'autre que la DX pour jouer le rôle des plus gros clowns qui saccagent tout l'honneur du catch et tout ce qu'il y a de plus sérieux dans le catch que la DX. Donc c'est exactement c'est l'opposition de style parfaite. Et puis Roman Reigns, voir Seth Rollins là-dedans aussi, voilà, beaucoup d'histoires avec Triple H. Donc il y a des petits clins d'œil forcément. Donc tout ça était très très fun. Le match derrière très sympa. Bon, vraiment match d'émission anniversaire, un match de house show, match un petit peu bordélique. Seul petit regret sur le segment, c'est peut-être la victoire des gentils qui était bon, très honnêtement assez inévitable, hein, vu la tonalité de l'émission, assez inévitable. Mais s'il y avait pu avoir un segment où ils auraient pu mettre un petit coup de bambou, on va dire, en quelque sorte, ça aurait pu être celui-ci, parce que je pense que Imperium aurait pas
ça aurait pas été inutile que Imperium prenne cette petite victoire, tandis que Seth Rollins n'a pas spécialement. Voilà, Seth Rollins, on s'en fout un peu, il fait ce qu'il veut, il est pas obligé de gagner ça, et les Street Profits, c'est pas eux qu'on le spotlight en ce moment. Donc je regrette un petit peu le résultat. J'aurais trouvé que voilà, il y a eu le feel good moment juste avant le match. Il y aurait pu avoir une petite victoire de prestige pour Imperium, ça aurait pas entaché ce qu'il voulait faire là. Non, ça aurait même été bien, je suis d'accord avec toi. Une petite Mm. douche froide là, à ce moment-là du Mm. show. Mm. Parce que ce clan, il est bien, hein, il faut dire, c'est une Ouais. réussite depuis moins d'un an, hein, depuis 6 mois en gros, depuis SummerSlam. Imperium réussit totalement à prendre sa place. Hein. Gunther, c'est assez impressionnant. On en parle beaucoup ici et régulièrement sur le Discord. Hein, les superstars du circuit indépendant, de NXT, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, pour le moment, Gunther, il marche bien dans cette division. Ça aurait pu faire une belle victoire des méchants. On a des potentiels hein, là qui vont. Je me suis dit là, à mon avis, Gunther va aller loin dans le Royal Rumble, par exemple. Je pense qu'on va Ouais, avoir je pense qu'il va faire un beau Rumble, je suis d'accord. avec Seth Rollins, on va avoir deux grands favoris de ce match qui arrive très vite. Hein, finalement, le Et oui. Rumble c'est samedi et on va avoir bientôt un gagnant et ça fait presque bizarre, je trouve là. Mm. On a tellement de possibilités, c'est voilà. Bon. Le Rumble est presque là. Il reste encore quelques segments pour ce dernier Monday Nitro avant le Royal Rumble. Parmi les légendes des légendes, nous avons Ric Flair qui arrive et qui vient tout simplement introduire sa fille, hein, très fier, papa de celle qui a dépassé toutes ses attentes et qui est en train de devenir la plus grande championne de la WWE. Charlotte débarque pour nous dire qu'effectivement tout a commencé là à Raw pour elle et pour les femmes. Hein. Elle était une diva, prononce le mot. Elle est devenue une 14 championne féminine. Donc même si elle est à SmackDown en ce moment, c'est quand même Raw sa maison historique. Évidemment, ça plaît pas trop à la championne d'Euro actuelle, Bianca Belair, qui débarque, qui vient un petit peu remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et elles sont interrompues par Sonya Deville, qui a décidé ces temps-ci de jouer les troubles faits. Sonya Deville qui reproche à Charlotte Flair d'avoir sorti Rick de l'hôpital, en gros. Elle leur dit, t'étais sûr qu'il fallait faire traverser à moitié des États-Unis, là, de sortir de la maison de retraite et de le débrancher pour venir juste dire ça. Sonia qui veut son spotlight aussi et qui dit, moi contrairement à vous, j'ai été même la manageuse de Raw. Bon, bref, ça finit en match assez inévitable entre Bianca Belair et Sonya Deville. Un petit match de 8 minutes où Sonya Deville a eu quelques instants l'avantage par son catch assez limité de coups de pied, de kick. Mais tout d'un coup, un peu sorti de nulle part, il y a un KOD qui va faire gagner la championne. La championne qui peut-être ouvre un peu trop sa gueule après match, hein, qui nous dit attendez, vous croyez que j'ai oublié Alexa Bliss? J'ai pas oublié Alexa Bliss que j'affronte ce samedi. Elle peut emmener tout ce qu'elle veut. Il peut avoir Bray Wyatt, Oncle Howdy, n'importe quoi. Et bon, peut-être qu'elle aurait mieux fait de pas trop fanfaronner Bianca, puisque Alexa Bliss apparaît sur le Titantron. Elle est en train de se regarder dans un miroir, Alexa Bliss. Et elle nous dit, mais y a pas d'autre menace, il y a pas de Bray Wyatt, il y a pas d'Oncle Howdy, c'est moi ta seule menace, et tu vas voir, ça va pas m'empêcher de gagner ce samedi au Royal Rumble. Et on sent que Bianca Belair, elle finit un peu, Elle est perturbée. ouais, perturbée, elle dit merde, peut-être que j'aurais pas dû Mm. provoquer. Enfin, en tout cas, on nous Ah, ça- rappelle quand même ce moment-là. Et est-ce que il fallait, je pense, faire un ultime petit clin d'œil à cette affiche de samedi pour vraiment s'y lancer avec attention. Oui, sans doute. C'est vrai que bon, alors, voilà, je sais pas dire que je m'acharne un peu, hein, mais c'est vrai que bon, pour les temps faibles de l'émission sont quand même pas mal associés à la division féminine. Hein. C'est vrai que j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que ça faisait quand même tâche, hein, ce côté Sonia Deville qui n'a rien à faire dans cette émission, hein, on sait pas. D'un seul coup, on est passé d'un Raw anniversaire, feu d'artifice, folie, à un SmackDown de milieu, enfin de transition presque, avec Sonia Deville qui débarque d'on ne sait où et qui en plus avait-on vraiment besoin d'un match entre Sonia Deville et Bianca Belair sur le Raw du 30e anniversaire? Je ne suis pas sûr. Donc tout ça a été un petit peu pénible et compliqué à regarder, j'ai trouvé. Même la promo avant, hein, parce que honnêtement, Charlotte, là, son retour, c'est un petit peu ce qu'on craignait. On en avait parlé avec Irem lors d'un super catch-up quand on avait analysé le SmackDown. Je pense pas que c'était celui de la semaine dernière, mais celui d'avant. Et on s'était dit, cette promo de Charlotte pour son retour qui fait un personnage un peu tiédasse, un peu les sourires, je vous aime, merci de me soutenir et tout machin.
c'est pas Charlotte, quoi. En fait, c'est pas elle. Cette promo, elle sonnait faux encore, j'ai trouvé. Elle se congratule, elle tape dans le dos de la championne de Raw. Ouais, Raw, c'est ma maison, mais bon, tiens, vas-y. Enfin, Charlotte, elle partage pas le spotlight. Tu vois, elle fait pas des sourires, elle brosse pas dans le sens du poil comme ça. C'est pas elle, c'est pas son personnage. Je trouve que c'est vraiment pas bon du tout. Ça me fait un petit peu peur pour Ouais. ça me fait un petit peu peur pour le règne à venir et l'arc narratif, on va dire, qu'on va sans doute entamer à SmackDown avec Charlotte, parce que ça fait plusieurs cartons jaunes, on va dire, plusieurs signaux de fumée qui me plaisent pas trop. Mais bon, voilà. Et puis après, il y a eu ce match donc extrêmement dispensable, qui n'avait pas sa place dans l'émission. C'est-à-dire que si on scrape un steel cage match entre Bayley et Becky Lynch, c'est pas pour avoir ça derrière. Et puis après, il y a eu cette petite promo derrière où, en effet, écoute, ouais, c'est un petit rappel parce il s'agirait quand même de parler un petit peu du Royal Rumble, donc c'est vrai que c'était peut-être nécessaire avec cette promo d'Alexa Bliss qui était pas inintéressante. Et puis comme tu dis, hein, Bianca Belair assez perturbée parce que elle dit des choses assez perturbantes, hein, Becky, pardon, Alexa Bliss. Parce que d'une certaine manière, elle lui dit quand même, je vais te déchirer ou je vais t'ouvrir le visage avec mes mains nues, un truc comme ça, mais t'inquiète, je vais t'épargner les yeux pour que tu puisses regarder. C'est quand même un peu vénère, donc dit avec beaucoup de calme. Donc en effet, je peux comprendre que tu sois un petit peu perturbé après ça. Donc bon, voilà. Je trouve que au final, ce que je retiens quand même de ce segment, c'est qu'ils trouvent d'une certaine manière, ils réussissent l'exploit de rendre beaucoup moins important et beaucoup moins intéressant un segment où il y a les deux championnes de la division féminine que un match avorté sur un programme sans titre de la scène féminine aussi un petit peu plus tôt dans l'émission. Je trouve que le contraste est assez parlant. C'était ouais, là pour le coup, ça ressemblait plus au segment qu'on peut avoir dans des émissions anniversaires, mais de pas très bonne qualité. Ouais, les fois où Ouais, ils ouais. ont moins réussi. On va dire ce face à face des deux championnes, ouais, était très mou. Hein. Les deux étaient plutôt. Enfin voilà, Un peu Bianca, coquine. voilà, Bianca, elle intervient un peu pour dire, c'est moi la championne d'Euro, mais bon, sans vraiment de motivation. Sonia Deville, c'est l'inverse, hein, on peut lui reconnaître de s'accrocher jusqu'au bout pour gratter des segments, mais bon, effectivement, on sent tellement que rien n'est prévu pour elle de sérieux. Hein. Ça sera pas une number one contender de prestige ni une championne, donc ouais, c'était peut-être que c'était ce qu'il fallait juste avant le main event, mais c'était le moment de creux clairement du show. Mm. Euh, Histoire de nous rappeler voilà qu'Alexa Bliss est dans le game, le petit passage de son intervention sur écran était bien plus intéressant puisqu'on est curieux de voir ce match. Je pense qu'on est pas mal à être curieux de voir jusqu'à quel point Alexa Bliss va faire des choses. Effectivement, est-ce qu'elle va enfin se libérer après des mois où on disait elle avait pas l'air d'être trop là dans son personnage. Mm. Bon, Là, c'est on vrai que lui, il y a un mystère quand même qui plane ouais. autour d'elle, donc c'est ça qui est intéressant. Ouais, là, est-ce qu'on va ouvrir les vannes et à quel point c'est intéressant. On se demande ce qui va se passer après tout ce qu'il y a eu ces derniers temps là avec l'oncle Audi qui apparaît dans les tribunes pour regarder. Enfin, il y a un mystère. Hein. Oncle Audi, il sera peut-être beaucoup là ce samedi là entre le match de Bray Wyatt et celui de Alexa Bliss. Ce sera peut-être sa soirée. Hein. Peut-être il va gagner Peut-être. le Rumble. Hein. Peut-être en plus. Il arrivera en 30e. Oncle Audi en 30e. Voilà, vous l'aurez su ici, vous l'aurez entendu ici avant tout le monde. Et ben voilà, jusqu'à il ne nous reste plus que le main event. Et le main Yes. event de ce soir, il nous a été annoncé à plusieurs reprises dans le show. Donc, c'est le titre US de Austin Theory qui va être remis en jeu contre Bobby Lashley, puisqu'il y a eu un 5 ou 6 pack elimination match la semaine dernière, un gros match Six bien pack. violent, 6 pack où on avait eu le retour de Homos pour venir aider Bobby Lashley à gagner. Bobby Lashley, il a croisé MVP et il a été clair. Hein. Ce soir, pas de Hurt Business, pas de Homos. Là, il veut gagner par lui-même. Le match est passé en no disqualification, Oui. que Bobby Lashley nous explique très simplement parce que voilà, il veut pas que ce qu'il a envie de faire, Austin Theory, lui soit reproché. Donc, en gros, il va bien lui détruire sa tronche. Theory, il arrive très décidé. Hein. Tout le monde est très décidé pour ce main event. Bobby Lashley vient effectivement sans personne, sans MVP ni rien. Et nous partons pour un match de 14 minutes là aussi, dans lequel la stipulation va être utilisée hein, assez vite. Bobby Lashley va envoyer Austin Theory dehors, mais le petit jeune va pas perdre la main puisqu'il va assez vite récupérer une chaise. Et là, ça va tabasser à coups de chaise le dos de Bobby Lashley, ça va coincer la chaise dans les corps du ring.
Donc on utilise ce qu'il faut. Il y a un magnifique, j'ai perdu mon mot là, extincteur. Là, on a le grand Oui. coup de la fumée blanche dans la gueule de Bobby Lashley, ouais, qui a l'air de bien souffrir de la lacrymo, de la neige carbonique. Bref, on a un vrai match no disqualification. Mais forcément, peut-être pouvait-on s'y attendre. No disqualification, ça veut dire aussi intervention possible. Et alors que Bobby Lashley prend le dessus, bah, son ennemi juré réapparaît, hein. C'est toujours dans les pires moments que ça arrive. Brock Lesnar est de retour. Brock Lesnar débarque dans son style de cowboy. Un cowboy Brock Lesnar arrive. Il chope Bobby Lashley. Un F5. Et il chope Theory. Un F5 sur Bobby Lashley. Il laisse tout ce petit monde comme ça. L'arbitre, du coup, bah, voit que Austin Theory est en train involontairement, bien sûr, de couvrir Bobby Lashley. Un, 2, 3. Il compte le tomber. Austin Theory reste champion de la manière la plus involontaire qui soit, et Brock Lesnar a remis une grosse cible sur la tronche de Bobby Lashley, qui, il faut le dire, c'était le cas plus tôt en interview et depuis plusieurs semaines, n'aura pas arrêté de dire que c'est de sa faute. Hein, c'est à cause Oui. de Brock Lesnar si je suis pas champion, c'est à cause de lui, c'est rien que de sa faute. Et ben Brock Lesnar il confirme, ah oui, visiblement, c'est de sa C'est bien. faute. C'est ça. Coucou, je suis là. Ouais. Bah écoute, écoute, c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai pas. Il me manquait un truc, je sais pas. Il y avait quelque chose dans ce match qui manquait. C'était un bon match, c'était un bon main event, mais ouais, je trouvais que c'était peut-être pas à la hauteur de l'événement quand même ce main event. Alors après, voilà, pareil, hein, on en avait un petit peu parlé aussi dans les Raw précédents quand le challenger avait été annoncé. Il y avait un petit coup de quand même de bis repetita là qui nous gênait un petit peu. Ce Lashley Theory, on connaît par cœur. Ils se sont affrontés plusieurs fois en triple threat, en 1 contre 1, pour le titre, pas pour le titre. Et on aurait aimé voir Theory avancer, passer à autre chose. Pour cette défense de titre, en plus pour ce Raw 30, on aurait aimé voir une affiche un petit peu peut-être plus rafraîchissante, plus annonciatrice de choses futures. Donc j'y allais pas avec un grand entrain dans ce match-là, donc c'est peut-être ce qui a joué aussi. C'est vrai que ça m'a peut-être empêché de rentrer un petit peu dedans, parce que voilà, d'une certaine manière, on connaissait un petit peu le résultat à l'avance, on savait que Team Theory allait pas gagner, qu'on allait sans doute avoir un match qui allait ressembler beaucoup à ce qu'on avait connu des deux hommes, ce qui a globalement été le cas. Alors ils ont essayé de rajouter cette stipulation avec un petit coup d'extincteur par-ci, une table qui pète par-là. C'était la fin du match, on va dire, avec les spots sur les tables était assez efficace parce que c'est toujours divertissant. Moi, c'est des spots que j'aime bien quand on commence à. D'ailleurs, c'est ça. Le public s'y trompe jamais. Hein. Le public réclame toujours les tables. Hein. C'est toujours c'est mon objet préféré. Et donc ça, voilà, ça se faisait, mais c'était un petit peu pilote automatique à mon goût. Et tu sentais qu'il allait sans doute se passer quelque chose. Alors, est-ce que je savais pas. Hein, j'étais très surpris d'entendre la musique de Brock Lesnar, même si c'est vrai que ça avait été assez fortement teasé. Bon, tant qu'il est pas là, on ne sait jamais vraiment hein, quand même. Donc j'étais quand même très surpris et pour le coup très agréablement surpris parce que là, voilà, c'était un joli twist et un beau cliffhanger pour cette émission anniversaire et pour bien ponctuer l'émission, j'ai trouvé que c'était un visuel très efficace. Bobby Lashley et Brock Lesnar vont se retrouver. Moi, je suis toujours assez fan de l'opposition entre les deux. Il y a un petit goût d'inachevé aussi entre ces deux-là, donc je suis assez content que ça se rallume. Alors paradoxalement, ça contredit un petit peu ce que je viens de dire, mais j'aimerais peut-être presque voir comment Theory va s'accrocher un petit peu à cette histoire-là les semaines prochaines, parce que j'ai un petit peu envie de voir Theory être le nom d'Austin Theory être associé à celui de Brock Lesnar, ça serait intéressant. Donc finalement, malgré ce que je viens de dire, je me dis bah écoute, si Theory peut rester un petit peu dans cette affaire-là, pourquoi pas. Donc ça augure de choses qui sont un petit peu plus enthousiasmantes que quand on était arrivé dans l'émission. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà, je ressors plus content de ce segment que je suis arrivé. Donc c'est plutôt positif. Mais voilà. Ouais, la surprise de Brock Lesnar a relancé les perspectives autour de cette feud bah moi ça m'a beaucoup surpris quand même le retour de Brock Lesnar parce que je commençais à sentir bon comme tout le monde hein, un truc qui allait se passer là avec ce Hurt Business qui revient un peu dans l'histoire, hein, MVP qui essaye de rameuter les troupes, qui allait voir Cedric Alexander et Shelton Benjamin la semaine dernière, qui a ressorti Omos et moi j'étais en train de me dire parmi tous les noms qu'on évoque pour le Royal Rumble, voilà,
Cody Rhodes, tout ça, mais je me dis, et si c'était Bobby Lashley qui gagnait le Rumble, là, qu'on nous sortait dans les semaines à venir, une opposition Hard Business contre Bloodline, ce serait peut-être quelque chose. Et alors là, ma théorie est un peu balayée. Ouais. Ça un peu balayé. Ça semble pas parti pour aller vers là. Et donc, c'est assez étonnant de revenir sur Brock Lesnar. Alors, clairement, il y a un goût d'inachevé. C'était à Crown Jewel, leur affrontement avec ce rivage d'épaule, pareil, accidentel, a laissé un peu de déception, même beaucoup. Mais c'est étonnant, je trouve, comme timing. Bon, c'est peut-être pour l'Euro 30, mais là, on est vraiment 5 jours avant le Royal Rumble. Donc, toute question se pose. Si Brock Lesnar est en forme pour catcher, est-ce que Brock Lesnar sera un participant du Royal Rumble? Est-ce que ces deux-là vont se croiser sur le Rumble match? Quand est-ce qu'ils vont vraiment s'affronter l'un contre un? Est-ce que ça sera à WrestleMania? C'est encore dans longtemps, hein. Ils ont l'air de vouloir se mettre sur la gueule, donc légitimement, ça devrait presque être déjà une affiche bookée pour le Royal Rumble match, mais ça paraît trop tard, pardon, pour le programmer. Alors, est-ce que ça sera à Elimination Chamber? Est-ce que ça sera dans un weekly? Voilà, ça pose pas mal de questions et ça devrait effectivement retirer peut-être Bobby Lashley de l'équation du titre US, mais peut-être pas. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir Austin Theory qui continue de pointer son petit nez de renard là, tout ça pour essayer d'attiser les tensions. C'est-à-dire qu'ils peuvent, c'est comme tu dis, et je pense qu'il y a moyen de faire tirer le truc jusqu'à WrestleMania. Hein. C'est vrai que peut-être, oui. c'est deux forces de la nature qui sont capables de se neutraliser pendant longtemps. Et puis en plus, il y a pas mal de stipulations qui s'y prêtent. C'est-à-dire qu'on peut imaginer Austin Theory affronter Brock Lesnar et Bobby Lashley et avec les deux qui se neutralisent. On peut imaginer Bobby Lashley et Brock Lesnar dans le Royal Rumble avec aucun des deux qui gagne parce qu'ils vont se neutraliser. On peut imaginer Brock Lesnar et Bobby Lashley dans l'Elimination Chamber tous les deux finalement d'une certaine manière se tirer dans les pattes et au bout d'un moment la suite logique c'est bon écoute mec, enfin voilà, il va falloir qu'on règle ça un contre un. De toute façon c'est ce que tout le monde veut voir et ça fera une attraction de WrestleMania sans titre moi c'est un petit peu comme ça que je verrais le truc. Et tu peux tirer le truc en longueur justement en les mettant dans des matchs collectifs parce que là il y a les gros pay-per-view qui arrivent justement donnent la part belle aux stipulations à beaucoup donc on pourrait le faire. Bah, écoute, on verra bien ce qui nous attend entre ces deux hommes ou entre ces trois hommes plutôt. Et c'est comme ça qu'on a fini ce Raw des 30 ans. On est reparti pour 30 ans de plus, Giscal. Allez, Et ouais. On refera le Raw des 60 ans en 2000. En 2053, dis donc, on n'y est pas encore. Ouais, on n'y est pas encore. Ouais. Mais déjà, sur ce Raw là, qu'est-ce que tu en as pensé, Giscal? C'est l'heure du mot de la fin. Quel est ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? J'en ai pensé beaucoup de bien. Ma note, sans surprise, c'est une excellente note. Je ne bouderai pas mon plaisir à cause des écueils de la division féminine qui m'avaient un petit peu sorti par moment du show, mais globalement, j'ai passé super soirée, très bel anniversaire. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut les booker. Ces shows anniversaires, très belle inspiration des bookers dans l'utilisation des légendes, dans l'enchaînement global des segments, dans les surprises. Et puis cette Bloodline, c'est exceptionnel. Donc je vais donner un 4,5 à ce Raw. C'est très très bonne note. Je suis ravi de ce Monday Night Raw qui m'a fait passer un superbe mardi matin et qui m'a même donné envie de re-regarder la première heure, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ouais, 4,5. Mon top, bon, je peux pas le donner à quelqu'un d'autre. À la Bloodline, mais je vais le donner même tout particulièrement à un moment qui pour moi restera dans les mémoires. C'est ce Samoan Spike de Solo Sikoa qui est attrapé par Jey Uso avec le regard de Jey Uso pour Sami Zayn. C'est un moment qui pour moi était très très fort. Et ce sera mon top de l'émission. C'était incroyable. Mon flop, je vais le donner. J'en ai parlé, donc je reviens pas dessus. Je vais le donner à Charlotte. Charlotte Flair, parce que je vais pas tirer sur l'ambulance Sonya Deville ou revenir sur le match avorté, mais Charlotte Flair pour moi c'est une vraie déception. Et cette déception qui a été assez fortement confirmée sur cette émission. J'ai l'impression qu'il signe et il persiste avec ce nouveau personnage qui ne me plaît pas du tout. Qui n'est pas un personnage en fait. Hein. C'est vraiment Charlotte la poupée de plastique là. J'aime pas du tout. Donc c'est mon flop.
Écoute, oui, top flop note tout à fait cohérent. Donc je pourrais reprendre les mêmes. Ouais, moi je vais mettre une très bonne note, un 4,5, ça le mérite largement. C'était un show vraiment très réussi. Pourtant, voilà, on n'en est pas à notre premier show de légende. Et des fois, c'est assez laborieux. On a eu vraiment beaucoup de noms sympas qui faisaient plaisir de retrouver. On n'a pas eu non plus une surenchère, même si on a eu des segments Spotfest. Mais là, c'était vraiment, je trouvais que même sur ces segments-là, pourtant, voilà, on sait que les mecs ils vont prendre des plombs à faire leur entrée, à remercier le public, mais ça a pas été trop long. Ils ont réussi à faire des trucs hyper drôles avec, enfin la DX et Kurt Angle, c'était vraiment très marrant. Donc on a une belle réussite, une très belle écriture pour ce Monday Night Raw. Je pense que voilà, je suis obligé de te suivre, hein. Le top, ça va être sur ce segment du Samoan Court. Puis moi, je vais donner le top à Jey Uso, hein, qui aura sauvé Sami Zayn. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait cet avocat-là. Il a été un excellent avocat pour son ami, son frère. Effectivement, il a dit cette phrase, hein, je le considère comme Ouais. mon frère. C'était très beau, très fort. Mais voilà, les 40 minutes d'ouverture de show ont été magnifiques. Et ouais, hein, le flop, c'est difficile à dire. Enfin, c'est difficile d'en trouver un autre que celui que tu as cité, même si on pourrait le mettre plus largement. On pourrait le mettre au match aussi, qui avait très peu d'intensité, Oui. qui n'était pas très intéressant. Donc on va C'est dire, pas je vais sa le mettre. place. Ouais. Voilà, je vais le mettre au match. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une Charlotte Flair qui se fout de notre gueule, quoi. C'est une Charlotte Flair qui est. Ça pue l'absence de sincérité, là, de nous dire, hey, les gars, je suis trop contente d'être de retour, le catch, trop bien, championne, la foule, le public, j'adore, les copines. Donc, ouais, c'est pas trop ça, et ouais, il fallait peut-être une Charlotte Flair qui revienne en face pour affronter la heel Ronda aussi, mais j'espère que ça va pas durer et qu'elle va bien se mettre à tourner la gueule, tourner le dos à tout le monde, même si à SmackDown, elle est un petit peu toute seule, du coup. Mais c'est pas un arc scénaristique qui m'intéresse beaucoup et pour le moment, en l'absence de grande rivalité, je sais pas trop ce que Charlotte va faire ces prochaines semaines et ces prochains mois, hein. Il va falloir lui construire un programme. Ça va peut-être se décanter des samedis au Rumble, mais pour le moment, c'est un petit peu tiède, même franchement tiède. C'est le point négatif de ce show. Voilà, ben, l'Euro des 30 ans est passé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis, si vous avez les mêmes top, flop et notes que nous, ce que vous en avez pensé, quand est-ce que vous avez commencé à suivre Raw, quand est-ce que vous avez commencé à suivre Catch Up. Vous pouvez nous retrouver à plein d'endroits, les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast et tous les autres. Les réseaux sociaux, le Discord Catch Up, hein, pour discuter avec nous, Facebook, Instagram, Twitter, Catch Up CDC. Et bah voilà, nous on va rouler désormais. On est bien installé là. C'est quand même un go home show qui nous a bien installé dans la route pour le Royal Rumble, hein, Giscal. Ah bah ouais ouais, écoute là, on y est. Il y a eu des têtes qui sont revenues, des matchs qui ont été la low card on va dire du Royal Rumble qui a été bookée avec les Knights, Bianca Belair, Alexa Bliss, Lesnar qui a fait un petit coucou et qui rebat les cartes un peu aussi du Rumble d'une certaine manière. La Bloodline qui a crevé l'écran et qui nous hype de ouf pour le Roman Reigns Kevin Owens. On peut on peut difficilement reprocher quelque chose à ce Go Home Show qui a su mêler ouais, booking du Rumble et utilisation réjouissante des légendes. Bah voilà. Donc on va continuer comme ça. On est parti. On attend samedi avec impatience. D'ici là, bien sûr, il y aura un petit SmackDown, hein, qui va se glisser et qui va peut-être nous Oui. donner l'une ou l'autre des informations. Et ensuite, c'est le Texas pour ce Royal Rumble qui va lancer véritablement la route pour WrestleMania. Giscal, merci pour ta présence. Ce fut un plaisir de parler de ces légendes avec toi, qui est aussi une légende du podcast, hein, il faut le dire. Je sais pas ça. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation. C'était sympa de faire ça avec toi. En effet, l'équipe de la semaine a un peu changé pour une fois. Ça fait du bien. Mais voilà, un petit peu de renouveau aussi à Ketchup. Voilà. Et bah écoute, très bonne semaine à toutes et à tous, pleine de catch. À très bientôt. Donnez-nous vos favoris, vos pronostics pour le Royal Rumble. Et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas, hein, il va y avoir les pronos, bien sûr, Eh pour oui, ce Royal attention. Rumble. Et Eh oui, là, attention. il va y avoir des champions à détrôner parce qu'il y a des champions du coup qui sont champions depuis très longtemps, hein. Le dernier pay-per-view, il commence à dater. Le dernier Premium Live Event, mais on est reparti pour 2023. Allez, bonne semaine pleine de catch et à très bientôt. Ciao à tous. Ciao, ciao tout le monde. Donc le temps que je revienne en pleine On conscience, coupera au pardon, montage, on coupera au montage. on coupera au montage.